rejoindre ce vendredi matin, peut-être avec votre café à la main vu l'heure. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième séquence de ce cycle d'exploration autour des méthodes et pratiques de pilotage de la performance climat et carbone. Vous êtes reçus ici par le chantier Impact Climat et PNL d'Action Facts. Donc, ce chantier travaille depuis 1 an sur la mesure, la valorisation et le pilotage de la performance carbone pour nos entreprises. Depuis le mois de septembre, nous avons donc proposé 2 événements. Alors, on avait d'abord eu une première partie qui était un état des lieux en tout début d'année, qui nous avait permis de voir qu'il y avait pas mal de pratiques variées dans nos entreprises et des maturités variées également. Et c'est ça qui nous a amené à proposer ce cycle pour creuser qu'est-ce qu'il y avait derrière ces différentes pratiques, se partager de manière assez précise, fine, les différentes méthodologies utilisées, et puis également embarquer ensemble pour peut-être mettre en place l'une ou l'autre de ces pratiques dans nos entreprises à partir de l'année prochaine. Donc en septembre, on a creusé le sujet de l'IPNL. On pourra vous redonner tous les liens. On a Com qui nous a fait des belles mises en forme et qui a chargé ça sur YouTube. Donc, on a l'IPNL qui a été creusé en septembre. Et puis, en octobre, on avait une super présentation avec Katie sur les pratiques et méthodes utilisées chez Decathlon pour le pilotage de la performance carbone. Et là aussi, vous pourrez retrouver le replay. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve, on a beaucoup de chance parce qu'on va être éclairé par des experts de la méthode et de la mise en œuvre avec Thomas et Esther. Donc, Thomas d'Accenture, je vous laisserai vous présenter, Thomas. Et puis, Esther de Schneider. Et voilà, et du coup, on va avoir 45 bonnes minutes avec Thomas pour découvrir d'où ça vient, ce sujet du prix interne carbone, concrètement, quelle est la méthode et puis comment ça se met en œuvre avec certains cas. Et puis ensuite, Esther nous partagera l'expérience de Schneider. Pendant cette présentation, alors, vous allez avoir donc 2 grandes présentations et à la fin, on aura un long temps de questions-réponses. Néanmoins, vos questions vont certainement surgir dans vos esprits tout au long des présentations. Et pour cela, on vous invite à les poser dans le module questions. Alors, le module questions se trouve en bas à droite de votre écran. Vous avez un petit pictogramme triangle rond carré. Et quand vous arrivez sur ce pictogramme, quand vous cliquez dessus, apparaît en haut à droite des questions. Si vous allez sur les questions, vous pouvez poser votre question et vous pouvez également liker les questions qui sont les plus importantes pour vous. Et je vous invite vraiment tout au long de la présentation à poser et liker les questions. Ça nous permettra de faire remonter les questions les plus chaudes de notre assemblée de ce matin. S'il n'y a pas de questions à ce stade, nous allons pouvoir démarrer avec Thomas. Vous pouvez également écrire vos commentaires dans le chat, mais si c'est une question, je vous invite vraiment à la mettre dans le module questions. Voilà. Je vous passe la parole. Merci beaucoup Stéphane pour la démonstration. Donc Stéphane nous dit dans les questions, par exemple, Anne-Céline, vas-tu bien? Eh bien, je vais pouvoir te répondre en live. Je vais très bien, Stéphane. Je te remercie ce vendredi matin et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Thomas, je vous passe la parole. Merci Anne-Céline. Alors, donc moi je m'appelle Thomas Riodel, je coordonne les activités développement durable stratégie pour Accenture France, Belgique et Pays-Bas. Et je remercie Eric qui nous a invités aujourd'hui à partager notre expérience et essayer de démystifier avec vous le prix carbone. Et en effet, on travaille depuis plusieurs mois avec l'équipe Auchan dans le cadre de leur roadmap de décarbonation. Alors, les mécanismes de prix du carbone. 3/4 d'heure pour vous orienter et vous aider à comprendre de ce dont il s'agit. Alors, d'abord, j'aimerais parler 5 minutes des définitions. Poser simplement ce que c'est qu'un prix interne théorique, une taxe carbone. Voilà. Bien comprendre ces définitions, c'est une bonne façon de poursuivre et qu'on soit tous alignés sur le même langage, parce qu'il y a des acronymes anglais, il y a des acronymes français, etc. Et je voudrais qu'on soit tous alignés. Ensuite, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Quels sont les différents mécanismes qui existent. Et puis, je passerai plus de temps sur des études de cas. Pourquoi? Parce que c'est bien de comprendre comment des clients, nos clients en l'occurrence, ont mis en place soit des prix théoriques, soit la mise en place de prix internes avec des taxes et des fonds. Et donc, ça sera un troisième temps dans ma présentation. Et puis après, j'aimerais passer quelques minutes pour vous
présenter ce qui me paraît très important de retenir de cette présentation. Voilà. Alors, 3 quarts d'heure ensemble. Comme le disait Anne-Céline, il y a un chat pour poser des questions. Et je serais ravi, Anne-Céline, que tu puisses, au cours de cette présentation, m'arrêter et poser des questions afin qu'on puisse avoir une discussion plus ouverte tous ensemble. Alors, quelques définitions. Je pense qu'il y a 3 mots à comprendre. Prix interne théorique. Voilà. Le prix interne théorique, comme son nom l'indique, il va attribuer une valeur économique au carbone. Il va ainsi mesurer, monétiser une externalité. Ce prix interne, il va guider des décisions d'investissement, mais il ne va pas impacter le PNL de l'entreprise. Il s'agit donc d'un prix qui est donné pour avis, pour orienter des décisions. À la grande différence d'une taxe carbone interne. La taxe carbone interne, elle est évidemment choisie de façon volontaire par l'entreprise. Elle va permettre de mesurer là encore les externalités, mais elle va avoir un impact sur le PNL. Elle va générer des flux de capitaux. Ces flux, évidemment, vont traduire la performance de l'entreprise, d'une business unit, d'une entité. Si celle-ci atteint un objectif, elle ne se verra pas pénaliser. Si elle émet X tonnes de CO2, on pourra lui prélever une certaine somme pour financer d'autres projets. Des projets qui peuvent être des projets internes, d'efficacité énergétique, ou des projets de compensation qui sont, je dirais, développés en dehors de l'entreprise. Ça, c'est la taxe interne. On entend beaucoup parler de taxe carbone. Et c'est mon 3e point, à ne pas confondre avec les taxes carbone ou la taxe européenne du plan national d'allocation des quotas européens, qui sont des taxes qui sont réglementées, orchestrées, à l'instar de la contribution climat-énergie en France. Donc aujourd'hui, on va focaliser notre attention sur les 2 premiers, à savoir le prix interne théorique et la taxe carbone interne. 2 grandes différences. Alors, ces définitions étant partagées, maintenant on va se poser quelques questions. Quelles sont les méthodes de calcul du prix carbone? Comment on les déploie? Comment déterminer le juste prix? Alors, je reviens donc sur ce premier élément important. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux méthodes de calcul du prix carbone volontaire. Taxe carbone interne, prix interne théorique, méthode hybride. C'est intéressant de voir que beaucoup d'entreprises ont choisi de s'impliquer pour intégrer le prix interne de carbone, à la fois en ayant des taxes et en ayant un prix interne de carbone ou en adoptant des méthodes hybrides. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que selon la culture de l'entreprise, selon ce qui génère de la transformation dans l'entreprise, des méthodes sont bonnes, d'autres ne sont pas bonnes. Et donc, c'est avant tout un choix. Il faut bien comprendre les finalités de ces différents outils, car certains outils sont adaptés à certaines entreprises, d'autres ne le sont pas du tout. Et c'est un peu le premier élément à comprendre. La finalité d'utilisation d'un prix interne théorique n'est pas exactement la même qu'une taxe carbone interne. Alors, hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter, mais Christophe Gaulier, qui est un économiste renommé à Toulouse, qui est rentré au Collège de France, a fait une allocution dont finalement la thématique c'était doit-on considérer l'impact à la fin du mois ou l'impact en 2050? Alors, je vais faire un raccourci ultra rapide. Mais le prix interne théorique répond plutôt à la 2e question. Comment on va intégrer dans nos choix et nos décisions les impacts long terme? Et ça répond plutôt à l'objectif 2050. Se projeter dans le futur. Demain, un prix du carbone qui va sans doute atteindre plus de 100 € la tonne dans les marchés régulés. Et comment, dans la définition de nos produits, dans nos investissements qui peuvent avoir des cycles longs, de plusieurs dizaines d'années, plusieurs années, comment est-ce qu'on intègre le prix interne du carbone? Un très grand raccourci, voilà, nous fait penser que le prix interne théorique s'adapte plutôt à un enjeu long terme et nous aide à prendre des décisions éclairées pour anticiper le futur. La taxe carbone interne a un impact immédiat, PNL, à l'année.
C'est on prend conscience aujourd'hui de notre impact carbone et il va impacter les marges, il va rendre visible en fait le poids de la transition climatique qui s'opère dans l'entreprise. Les deux outils ont pour finalité finalement de faire prendre conscience, in fine de financer des initiatives de réduction des émissions, mais l'approche n'est pas tout à fait la même. Alors, on va commencer à rentrer dans quelques exemples d'entreprises qui ont choisi de prendre... Thomas, juste avant d'entrer dans les exemples, on a une première question à laquelle tu as partiellement répondu, mais qui revient. Où se trouve la taxonomie verte qui entre en vigueur en 2023 par rapport à ce dont on est en train de parler? Alors, la taxonomie verte va qualifier finalement des investissements, un portefeuille, des initiatives qui concourent à la transition climatique. Le prix interne du carbone est un outil qui va engager l'entreprise vers cette taxonomie. Il n'y a pas de corrélation immédiate entre un prix interne du carbone et la taxonomie. Voyez le prix interne du carbone comme un outil de management, un outil de transformation qui va, entre guillemets, engager l'entreprise vers des investissements verts, vers une rotation de son portefeuille, vers des solutions ou des services qui vont servir la transition climatique et donc être en conformité, si je peux dire, à la taxonomie européenne. Mais il n'y a pas de corrélation immédiate entre un prix carbone, la taxe carbone. Vous voyez ça comme un outil de management, un outil de transformation. C'est pour ça que je parle bien de démarche volontaire. C'est une démarche volontaire. Vous voyez ça comme un mécanisme de transformation qui va permettre d'intégrer le carbone dans toutes les prises de décision d'entreprise. Et les équipes R&D, les équipes opérations, les équipes achats, demain, avec ce genre d'outils, vont intégrer le carbone dans leur prise de décision et concourir finalement à la transformation climatique qui répondra à l'obligation et aux contraintes de la taxonomie européenne. Voilà une réponse que je peux apporter sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, quelques exemples de prix théoriques qui sont utilisés pour les décisions d'investissement. Donc, vous avez là des entreprises variées qui ont utilisé le prix carbone. Vous voyez d'ores et déjà que les prix diffèrent. Les prix diffèrent entre des acteurs comme Carrefour qui ont un prix carbone de 43 €, Saint-Gobain, je prends des acteurs français, qui ont un prix compris entre 75 et 50 €. Pourquoi 75 et 150 €? Je vais passer un peu plus de temps après, parce qu'ils ont défini des prix carbone pour certaines prises de décision, investissement par exemple, ou un prix carbone différent pour des solutions de R&D. Le deuxième message que je veux faire passer ici, c'est que ces prix carbone n'ont pas toujours été cela. Saint-Gobain, par exemple, a commencé avec un prix carbone à 33 € de la tonne. Et aujourd'hui, vous voyez, il est à 75 € de la tonne pour ses décisions d'investissement. Tout comme pour la R&D, il avait avant un prix de 110 € la tonne et maintenant il est passé à 150. Cette évolution du prix reflète l'évolution aussi du prix externe, du prix carbone tel qu'il se profile en 2030 sur les marchés régulés. Parce que ce prix interne théorique, certes, c'est un outil de transformation interne, mais beaucoup d'acteurs décident de le corréler à l'évolution des prix du marché, puisque, in fine, les économistes nous disent que demain, la taxation carbone s'imposera, tout comme la taxe carbone européenne, pour certains secteurs d'activité s'applique d'ores et déjà, à plus de produits. Alors là, je rentre dans du détail, mais voilà toutes les questions que vous devrez vous poser si vous voulez mettre en place un prix interne théorique. Bien, ce prix interne théorique, je vais l'affecter dans quelle prise de décision? Pour du rétrofit d'usine, pour l'installation de nouveaux points de vente, pour l'achat, l'acquisition d'acteurs qui pourraient être éloignés de l'actuelle performance climat
d'un ADO, d'un Auchan, etc., dans la R&D, dans la conception des produits et services. Voilà. Donc, la question qui se pose d'abord, c'est où j'ai besoin stratégiquement d'intégrer le climat dans mes prises de décision. Vous pourrez me dire tous. Je verrai après, je vous expliquerai après pourquoi je vous conseille de commencer par ce qui est le plus simple. Après, il y a des seuils. Le prix interne du carbone, il faut que ce soit transformationnel, il faut que ça aide à prendre des décisions. Et donc, du coup, il y a une question qui se pose évidemment, c'est le seuil. Est-ce que j'applique le prix interne du carbone pour tout investissement? Est-ce que je ne dois pas fixer un seuil pour lequel il est intéressant de se poser la question? Ensuite, le périmètre. Si je prends, par exemple, l'exemple du scope 1, scope 2 d'acteurs du retail, évidemment, l'efficacité énergétique et méthode de CO2 est importante, mais la réfrigération, les liquides frigorigènes sont aussi une source d'émissions importante. Est-ce que vous souhaitez appliquer votre prix interne du carbone uniquement sur le CO2 ou alors sur d'autres composés fortement émissifs en termes de réchauffement climatique, comme la HCFC? Une question. La question, pour moi, cruciale, c'est quand même de savoir si vous voulez l'appliquer sur le scope 1, scope 2 ou également le scope 3. Et là je recommande une grande prudence, car la mesure compte énormément. Hein, pour rendre cette démarche crédible, pour rendre cette démarche acceptée et adoptée en interne, il faut qu'il y ait une certaine robustesse dans la mesure. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont pu bien qualifier leur scope 1, leur scope 2. Le scope 3 reste encore exploratoire, ponctuel et pas forcément intégré dans des outils. Donc là, il faut se poser des questions. Intégrer un prix interne sur le scope 3, sur des produits, je vais vous expliquer que c'est parfaitement possible aujourd'hui, même avec des méthodes approximatives, même si vous n'avez pas fait d'ACV sur vos produits. Mais il faut quand même se poser la question de savoir si en interne, les directions produits, si l'ensemble du management considérera cette méthode comme suffisamment robuste pour être utilisée. Parce que derrière, il faut que ce soit pris en considération pour les prises de décision. Et puis après, des considérations géographiques, sources d'émissions, et puis des considérations un peu plus techniques sur le type de taux qu'on peut utiliser. Quand vous allez choisir de mettre en place un prix interne, voilà, toutes ces questions, il faut vous les poser. Et généralement, les clients se disent, je commence par les usines, sur des seuils d'investissement supérieurs à 1 million, sur le CO2, en Europe, etc. Donc, on commence petit sur un test, un pilote, qui permet de tester. Mais évidemment, l'ambition doit dépendre de la stratégie. Je veux dire, si les usines, si vos sites, si vos points de vente ne sont pas la cible stratégique, si c'est plutôt la conception des produits et le design produit, eh bien, il faut réfléchir sur le design produit et intégrer un prix carbone auprès des équipes qui vont faire le design produit. Alors, maintenant, je vous ai parlé de prix carbone, mais comment ça se calcule? Comment ça se calcule? Il y a plusieurs méthodes, mais je voudrais en citer deux maintenant. La façon de calculer un prix interne du carbone, ça peut être tout simplement de calculer, de projeter dans les 10 années à venir, par exemple, si vous projetez vers 2030, quel va être le coût de ma transition climatique à horizon 2030. Et vous pouvez tout simplement calculer la somme de vos CAPEX et de vos OPEX jusqu'à 2030 et le diviser par les émissions de CO2 que vous allez abattre grâce à cela. Et peut-être atteindre vos objectifs SBTI, atteindre vos objectifs stratégiques. Ça peut être une façon de définir un prix interne théorique qui vous guide. Je vais vous montrer quelques calculs juste après. Une deuxième façon aussi, c'est de vous dire, moi, je pense que mes activités où je souhaite stratégiquement être aligné sur les prix réglementés, et donc, voilà, quel est le prix projeté de la taxe carbone européenne, par exemple, ou de la taxe du marché carbone européen en 2030. Et ça peut être une deuxième façon de vous fixer le prix carbone. Quelques calculs, tout simplement. Donc, ça veut dire, si vous avez 30 millions d'euros pour financer
la transition énergétique de telle ou telle typologie de groupe froid, etc., et que ça va générer X millions de tonnes évitées, eh bien, le coût théorique que vous pourriez retenir pour inciter, finalement, tous les managers locaux à prendre en considération le prix carbone, ce serait de 32 € la tonne. Maintenant, si vous considérez le prix attendu du marché carbone à 2030, c'est plutôt entre 70 et 150 € la tonne si on en croit nos estimations. Voilà, ça c'est pour fixer le prix. Et vous voyez qu'à droite, des entreprises ont choisi des prix qui peuvent varier entre 25 € de la tonne et voilà, par exemple, plus de 115 € de la tonne pour Société Générale. Ça, c'est une version 2018, là où Société Générale a maintenant choisi de 150 € comme prix de référence. Voilà comment on fixe un prix interne carbone. Alors, j'aimerais vous raconter un peu l'histoire Saint-Gobain, qui est une belle histoire en France, qui a choisi de mettre en place un prix interne théorique, qui a également choisi de monter un prix, une taxe carbone interne. Donc, Saint-Gobain est une des sociétés qui a su mettre en place une solution hybride pour l'aider dans sa transformation. Et donc, elle a choisi 2 prix internes. Donc, pour toute décision d'investissement et pour d'autres décisions liées à la mise en œuvre de nouvelles solutions énergétiques, elle impose un prix interne théorique de 75 € la tonne. Et donc, elle entend par là, je dirais, inciter tous les investissements à considérer le prix projeté du carbone sur la durée de vie de l'équipement et ainsi à favoriser dans la prise de décision un investissement qui est plus vert versus un investissement standard. Sur tous des investissements de R&D qui ont un cycle de vie plus long. Là, elle considère un prix de 150 € la tonne. Et comme vous pouvez le voir, ça implique les 3 scopes, scope 1, scope 2, scope 3. Et donc là, comme ce sont des investissements qui donneront leurs fruits plutôt à horizon 2025-2030, ou même plus lointain, là, elle impose un prix qui va au-delà des projections, entre guillemets, que nous on fait, des prix volontaires, des prix régulés sur le marché. Ce qui est intéressant de voir, là encore, c'est cette progressivité qui a été choisie. Ils ont commencé avec un prix inférieur, ils ont testé le mécanisme, ils l'ont expliqué en interne, ils ont assuré une bonne adoption, et aujourd'hui, avec la prise de conscience qui s'accélère énormément depuis 2 ans, et aussi l'évolution des prix du marché carbone, ils ont réévalué leur prix. Et c'est un long cheminement de prise de conscience de ce que c'est qu'un prix interne du carbone que Saint-Gobain a choisi de faire. Alors, je poursuis. Sur la taxe carbone interne, on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Les prix ne sont pas les mêmes. Ils sont systématiquement inférieurs. Et là il faut comprendre que derrière chaque tonne émise, selon les mécanismes, c'est la marge opérationnelle de l'entreprise qui annuellement est dépréciée pour abonder un fonds qui restitue ensuite ces sommes, pas forcément à l'entité qui s'est vue prélever son fonds carbone. Donc du coup, là, ici, la prudence est requise. Choisir un prix carbone interne supérieur, c'est voir potentiellement impacter lourdement les marges des entités, et donc c'est s'assurer un blocus total et un refus total dès lors qu'on a une gouvernance très décentralisée, typiquement. Et donc du coup, ça c'est un premier constat, ne jamais corréler un prix interne théorique d'une taxe carbone interne, puisque finalement vous voyez que les flux de capitaux n'ont rien à voir. Et ça, c'est un élément très important. Vous l'avez compris, j'ai passé du temps tout à l'heure. Les questions se posent exactement de la même façon pour un prix interne.
La question en plus sur le prix interne, c'est qu'il va abonder un fonds. Ce fonds, est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il redistribue? Est-ce qu'il redistribue en interne? Est-ce qu'il a une vocation de financement d'innovation, de financement de dispositifs d'efficacité énergétique? Est-ce qu'il a pour vocation à financer de la compensation pour l'ensemble du groupe? Ça, c'est une autre question qui vient en plus et qu'il faut se poser sur ce sujet. Par exemple, le fonds le plus connu, qui pour moi est une référence, c'est le fonds Livelihoods, qui a été initié il y a maintenant plus d'une dizaine d'années et qui est déjà sa 3e levée de fonds. Ce fonds Livelihoods, typiquement, il est financé par plusieurs entreprises, une quinzaine d'acteurs de référence, et il finance la compensation. Est-ce que demain, si un prix interne du carbone, une taxe carbone est choisie dans chacune des entités de l'AFM, est-ce qu'on peut envisager un fonds qui sera, je dirais, amondé par l'ensemble des acteurs de l'AFM et qui compensera pour l'AFM selon des mécanismes extrêmement à haute réputation, qui certifient Gold Standard, etc. Voilà une des hypothèses. Deuxième hypothèse, chaque entité se dote d'un fonds qui finance, qui récompense, parce que beaucoup de fonds en fait internes sont aussi des outils de récompense vis-à-vis des entités les plus vertueuses et qui attribuent des prix. C'est le cas de ce que fait Gecina. Finalement, l'esprit aussi du fonds de Saint-Gobain, c'est ça, c'est de financer et de valoriser des initiatives locales qui sont en faveur de la décarbonation. Donc, sur le prix interne du carbone, les mêmes questions se posent sur le périmètre sur lequel on l'applique, une question supplémentaire sur le fonds qui va réceptionner et la gestion des fonds pour des finalités différentes. Alors là encore… Thomas, on reviendra un peu plus tard sur cette notion parce que le fonds, effectivement, selon ce qu'on en fait, c'est la carotte ou le bâton. Ce n'est pas que du punitif, ce n'est pas que de la taxe sur de la taxe, c'est vraiment transformationnel. Et Eric, merci de le préciser. La façon dont les fonds carbone se construisent aujourd'hui, c'est clairement pour valoriser des initiatives locales, pour engager les collaborateurs qui se voient attribuer des awards, qui se voient attribuer des sommes pour mettre en œuvre leur projet de décarbonation. Donc, c'est un outil de transformation qui est très positif. Hein. Alors, évidemment, dans cet exercice-là de fond, il y a ceux qui atteignent l'objectif qui ne se voient pas impactés par quelconque transfert de flux, ceux qui n'ont pas décidé d'investir aujourd'hui dans une transition climatique, eh bien, se voient ainsi contraints. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même, pour ceux qui n'ont pas souhaité se lancer dans la transformation, une contrainte. Tout l'objectif d'un bon niveau de prix, c'est justement de définir un niveau qui n'est pas trop coercitif pour ceux qui, pour une raison évidente de compétitivité, ne souhaitent pas aujourd'hui s'engager dans la transition climatique, qu'ils reportent à l'année prochaine, dans 2 ans, je ne sais pas. Donc j'ai mis là quelques exemples de calculs. Vous avez un autre calcul qui est, encore une fois, vous pouvez définir votre prix en fonction, je dirais, des coûts à venir pour la décarbonation. Vous pouvez aussi choisir un prix carbone qui rend compétitif une solution qui aujourd'hui ne le paraît pas. Donc typiquement, si vous voulez investir dans, je sais pas, du CO2 transcritique pour l'ensemble des climatisations de vos établissements, de vos points de vente, eh bien, si vous le comparez à une solution standard, eh bien, elle est sans doute plus onéreuse en termes de CAPEX. Par contre, en termes d'OPEX et d'émissions évitées, sur la durée, eh bien, vous pouvez calculer une taxe carbone qui rend la solution finalement compétitive en termes de coût total.
Et puis, il y a une autre solution aussi. Ce fonds carbone, vous savez, ils ont souvent aussi le mandat de compenser. Vous pouvez aussi choisir un prix carbone qui finance finalement la compensation. Et vous adosser au prix actuel de la compensation. Est-ce que c'est la compensation naturelle entre 5 et 25 euros de la tonne, ou c'est de la compensation technologique, et là, on est plutôt autour de 100 euros de la tonne. Donc là, c'est à vous de voir un peu comment vous voulez fixer votre prix interne. Ça dépend beaucoup, là, encore une fois, de la finalité du fonds. Une petite question juste, Thomas, pour bien comprendre. Dans ce cas-là de la taxe carbone, ça couvre l'ensemble des activités. Ça ne couvre pas uniquement les investissements, mais aussi toutes les activités historiques, le run de l'entreprise. Tout à fait, parce que la taxe carbone, elle est indexée, elle peut être indexée sur deux choses. Soit elle est indexée sur les émissions brutes, absolues. Donc vous émettez 100 tonnes de carbone, eh bien, vous allez devoir abonder le fonds à raison de 100 tonnes fois X euros de la tonne. Solution numéro 1. Solution numéro 2, c'est une solution, un dispositif qui s'enclenche si vous n'avez pas atteint un objectif. Par exemple, vous pouvez fixer un objectif sur vos sites de kilowatts consommés par mètre carré, je dirais 350 ou 320. Tous les sites qui atteignent ces objectifs ne se voient pas impactés. Par contre, si vous dépassez l'objectif, il y a un mécanisme qui va vous taxer parce que vous n'avez pas atteint votre objectif au regard de votre dépassement. Versus, vous avez un bonus si vous êtes allé au-delà de l'objectif. Troisième solution, et ça, c'est une solution que moi j'appelle cap and trade, qui est assez proche finalement du schéma d'allocation européen. Et donc, vous pouvez envisager plusieurs solutions. Et après, il y a évidemment sur les produits. Si vous modélisez un produit qui, dans l'ensemble du cycle de vie, est plus vertueux qu'un produit standard, eh bien, vous pouvez aussi, je dirais, justifier que le fonds vous restitue des awards, vous rémunère, entre guillemets, la mise en place de tels produits moins carbonés. Donc là, vous avez raison de dire que ça affecte l'entreprise au sens large, puisqu'on est quand même sur les émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Par contre, ça dépend du périmètre. Si vous le limitez scope 1, scope 2, ou si vous l'adaptez uniquement sur scope 3, c'est là où vous pouvez quand même jouer avec le périmètre. Et donc, c'est ce qu'a fait Microsoft. Microsoft, ils ont commencé en 2012. Eux, ils affectent l'ensemble de nos opérations et maintenant, ils sont en train de financer, via le fonds, la séquestration de carbone pour, je dirais, aller compenser les émissions historiques de Microsoft. Et donc, là, chaque tonne émise par les différentes entités de Microsoft dans le monde sont taxées et financent un fonds. On est sur la performance globale, scope 1, scope 2, scope 3. Et sachez que Microsoft, là aujourd'hui, ils ont un prix interne qui est fixé à 15 euros de la tonne. Ils ont commencé à 2 euros de la tonne. Là encore, pour des raisons d'adaptation. Il faut commencer petit pour faire comprendre la méthode, l'affiner, etc. Et après, maintenant que c'est très robuste, ils accélèrent. Alors, j'ai une question là justement sur scope 1, scope 2, scope 3. Je prends un peu les questions du module questions. Oui, bien sûr. La question de Bertrand. Alors, dans le retail, le gros des émissions est sur le scope 3. Si le prix interne théorique vise à anticiper des taxes carbone à venir, pouvons-nous d'ores et déjà dire si elles s'appliqueront sur tous les scopes et avec le même coût carbone pour chaque scope? Alors, à la première question, est-ce que ça s'applique à tous les scopes? C'est votre décision stratégique. À la deuxième question, est-ce que c'est le même prix pour tous les scopes? J'ai tendance à répondre non. Non, parce que le coût de transformation d'un produit sur l'ensemble des cycles de vie, puisqu'il implique aussi des partenaires, vos fournisseurs, même le client qui en fait l'usage, la fin de vie, par définition, votre rôle est différent. Vous n'êtes pas en totale maîtrise opérationnelle et les coûts de transformation
climatique du produit, vous allez le partager avec d'autres. Donc, le coût ne peut pas être le même. La part de votre part n'est pas la même. Donc, il est certain que vous ne pouvez pas considérer le même prix théorique pour des activités que vous maîtrisez totalement, où vous connaissez parfaitement le prix, je dirais, CAPEX, OPEX de cette transformation. Et sur les produits, ce n'est pas les mêmes parce que vous partagez les prix avec la chaîne de valeur. Donc, ça c'est sûr que ce n'est pas les mêmes prix. Et du coup, donc ça présage du fait que s'il y a une taxe carbone qui entre en vigueur à un moment, on n'aura pas les mêmes valorisations sur les différents scopes, c'est ça? Il est fort probable que la taxe carbone, c'est ce qui se profile, la taxe carbone de l'acier, du ciment, des produits hautement énergivores tels qu'elle se profile, le prix pourra dépendre. Alors, on a d'autres questions. J'enchaîne un peu parce qu'il y a plein de super questions. Alors, tous les investissements n'ont pas la même rentabilité. L'approche 2, donc l'approche 2, qui n'est plus à l'écran, ne doit pas servir à évaluer chaque investissement, j'imagine. Une question de Georges Nicolas. Oui, parce que, enfin, l'expérience que j'ai auprès des groupes, c'est qu'aujourd'hui, le prix interne du carbone est bien limité dans son périmètre. Hein. Et c'est ce qui fait que c'est un succès aussi, c'est parce qu'il s'applique sur des sujets bien particuliers. Il s'applique sur le rétrofit d'un point de vente. Il peut s'appliquer sur uniquement les solutions froides d'un point de vente ou sur telle technologie dont vous avez besoin. Donc, j'ai tendance à dire non, il ne faut pas que ça s'applique à tous les investissements parce que, dans un premier temps, parce que la maturité n'est pas là. Et il faut tester. Et donc, je pense que ce que je vois dans toutes les entreprises, c'est que mettre un prix interne du carbone théorique, quels que soient les investissements, c'est le risque, et je le vois chez un client actuellement, soit qu'il ne soit pas du tout transformationnel. En gros, le prix interne génère finalement un surcoût de 1% sur l'ensemble du projet. Et donc, du coup, les acteurs qui sont amenés à lire finalement ce prix interne du carbone se disent mais ça sert à quoi là? Le prix carbone pèse rien dans mon investissement, donc c'est pas transformationnel. Soit au contraire, c'est tellement et donc soit au contraire, il est si important parce qu'il était mal calibré que finalement il rend la prise de décision impossible parce que finalement c'est déconnecté du marché et les compétiteurs actuellement n'investissent pas dans ce type de solution. Donc je pense qu'il faut être très prudent à l'idée de se dire on applique un prix interne du carbone pour tous les investissements, pour tous les sujets. Il faut d'abord tester là où le prix interne du carbone va avoir de l'impact. Parce qu'il n'y a rien de pire que de lancer un prix interne du carbone. Pourquoi? Parce que CDP l'a demandé. Je vais être extrêmement cash. Hein. Parce que quand vous cachez la case CDP, que vous avez mis un prix interne du carbone, vous gagnez des points. Mais ce n'est pas transformationnel dans certaines entreprises, dans certains cas. Donc, il faut le mettre à bon escient sur les bons investissements. C'est pour ça qu'il y a une étude à moi. Il faut se poser un peu la question où j'en ai besoin et où ça va être transformationnel et quel est le bon prix adapté. Tout à fait. Et là-dessus, je rebondis sur une info de Cathy chez Decathlon et une question qu'il dit, il y a également la possibilité de ne pas impacter directement le PNL, mais plutôt le bilan via les capitaux engagés, le ROCE. Donc, savez-vous s'il y a d'autres entreprises qui ont choisi cette option? Là, il faut que je me rapproche de mes collègues. Je reviendrai vers vous là-dessus. Merci beaucoup. Et du coup, ça nous fait une belle transition vers les études de cas clients. Alors, trois cas différents. Et je commence par le plus simple. Voilà, le cas plus simple, c'est de valoriser finalement
les investissements sur des solutions bas carbone qui mettent en œuvre des énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que c'est très simple à calculer, c'est très facile à mettre en œuvre et ça n'impacte que très très peu les processus d'investissement et les processus de décision. Donc ici, typiquement, j'ai schématisé un processus d'investissement et j'ai identifié les différents acteurs dans l'entreprise qui sont affectés. Et ce que vous voyez en violet, c'est finalement quel acteur, à un moment ou l'autre, va être impacté par le prix interne du carbone et à quel stade, je dirais, de la prise de décision. Alors, le premier, mais j'aimerais le préciser parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, c'est d'abord la RSE. On parle de prix interne du carbone, mais un prix interne du carbone, ça veut dire, une fois qu'il est choisi, pour les opérationnels, de calculer le prix, le poids carbone de leur projet. Et il faut qu'ils se réfèrent à des facteurs d'émission qui soient communs, connus, vérifiés. Je rappelle que le bilan carbone, c'est ni plus ni moins qu'un volume, une quantité, soit de kilowatts dépensés, soit de matière achetée, c'est avant tout un volume, une quantité matière, une quantité produit, fois un facteur d'émission. Le premier, si vous voulez demain mettre en place un mécanisme de prix interne carbone, c'est le premier fondamental, c'est qu'une équipe, et c'est généralement les équipes RSE, soit le gardien du temple de facteurs d'émission qui sont reconnus, vérifiés, et dont l'incertitude est minime. Et ça, c'est le premier élément. Tant que vous n'avez pas cette base de données de facteurs d'émission que j'appelle Single Source of Truth, qui va être utilisée par l'ensemble de l'organisation pour mesurer finalement le poids carbone d'un projet ou d'un investissement, eh bien, vous n'assurerez jamais un processus qui sera réputé fiable par l'ensemble des acteurs, notamment par la finance. Ça, c'est le premier élément. Et donc, du coup, c'est un fondamental pour toute mise en place de prix interne théorique. Ensuite, vous voyez que dans la prise de décision, eh bien, les acteurs, que ce soit, je dirais, les entités locales ou ceux qui vont porter le sujet, ben, ils vont devoir faire le calcul, calculer le budget, donc budget tel qu'on le calculait jusqu'alors, et puis le budget carbone. Et ça, ils le feront grâce à des volumes, matière ou kilowatts, et la fameuse base de données des émissions de facteurs, des facteurs d'émission qui sera maintenue par la RSE. Et la finance, évidemment, fera une revue un peu, un audit de la bonne validité des chiffres. Voilà. Chaque acteur est impliqué. Il est important évidemment donc une base unique, une méthode connue, mais quand il s'agit d'investissement en faveur d'énergie renouvelable, c'est ni plus ni moins qu'un calcul complémentaire, ça change très peu le process. C'est pour ça que je commence toujours par celui-là, c'est assez facile de le mettre en œuvre. En image, comment ça marche? Vous avez, si je prends le cas d'une chaudière que vous devez changer, vous avez deux options. L'option, la chaudière classique au gaz ou au fioul, qui vous coûte 2 millions d'euros et qui émet quand même évidemment beaucoup d'émissions de carbone durant son cycle de vie. Et puis vous avez la chaudière biomasse qui, elle, à peu près le même coût, mais qui émet moins de CO2 sur sa vie entière. Et donc, mais qui a des OPEX supérieurs. Voilà. Donc, mettre un prix carbone qui va finalement monétiser les émissions, les surémissions de la chaudière classique durant sa durée de vie, vous permet de comparer à la fin la performance financière de ces deux solutions, A et B. Et typiquement, eh bien, ce petit calcul rapide montre que l'investissement d'une chaudière biomasse est plus intéressante à horizon 10 ans. Et donc, c'est en intégrant ce prix carbone que vous pouvez aisément favoriser une prise de décision en faveur de la biomasse
justifié financièrement. Ici, on a pris un coût interne de 50 € de la tonne. Il est à qualifier en fonction de vos objectifs. Donc ça, c'est un premier exemple de cas client où ça, c'est facile. Ça, vous prenez vos fichiers actuels, vos modèles actuels, vos processus actuels d'investissement, vous rajoutez pour tous les achats énergétiques un coût carbone, et vous pouvez modéliser très aisément le coût comparé d'une installation standard versus une installation renouvelable. Maintenant où ça devient compliqué, mais pas du tout insurmontable, c'est quand vous commencez à appliquer un prix carbone à un produit ou un projet. Là, pourquoi c'est plus compliqué? Bon, vous avez le même sujet du facteur d'émission, mais ça, je vais revenir dessus. Mais vous devez calculer le prix carbone, non seulement sur les opérations au même titre que ce que je viens d'expliquer, mais aussi en amont. Quel est le prix carbone des activités amont, de manufacturing, etc. Et donc là, la question qui se pose, c'est comment vous allez évaluer le coût total carbone d'un projet sur l'ensemble du cycle de vie. Donc là, les techniques qu'on a mis en place chez un client, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie simplifiée. N'oublions pas qu'on est ici on n'est pas dans un modèle qui vise à la certitude et l'exhaustivité et l'analyse fine de la cycle de vie, mais on est là pour orienter la décision. Et donc, il faut partir du principe qu'il faut pouvoir faire rapidement une analyse de vie simplifiée de n'importe quel projet ou de n'importe quel produit pour prendre une décision. Et là, typiquement, une méthode que vous pouvez envisager, c'est de dire, finalement, comment est-ce que je vais modéliser ce cycle de vie? Je vais considérer trois grandes sources d'émissions carbone. Les achats du produit ou du projet, et notamment les principales matières premières qui vont embarquer du CO2 dans mon projet, les activités logistiques, même si elles sont quelquefois peu impactantes en termes d'émissions, mais je vais les considérer en amont et en aval. Les coûts de transformation de ma matière, que ce soit par moi ou par mes fournisseurs. Et puis, peut-être, si on veut raffiner, si on veut être un peu plus aligné avec le protocole, GHG protocole, eh bien, on intègre aussi les éléments du cycle de vie produit, peut-être avec des proxys, etc. L'idée, c'est que pour tout projet, en phase d'engineering, vous rajoutez finalement du coût carbone lié à l'achat matière, à la logistique et aux opérations. Et là, l'une des solutions qui peut être envisagée, parce que là, on se heurte au problème des facteurs d'émission. Comment faire pour avoir le facteur d'émission d'une matière première, pour le facteur d'émission de la logistique? Comment est-ce que je commence? Là, le principe numéro 2, c'est qu'il faut accepter d'être incertain au départ, mais une incertitude maîtrisée, connue. Et là, l'idée, c'est mon projet, mon produit, je vais le modéliser comme ceci. Je vais commencer par utiliser des bases de données internationales. Voilà, mon produit, mon projet, c'est essentiellement de l'acier, c'est essentiellement du plastique, c'est essentiellement du coton, c'est essentiellement du cuivre. C'est l'élément constitutif majeur de mon produit, et c'est celui qui finalement a le principal impact carbone. Eh bien, je vais utiliser un facteur d'émission standard du marché. Demain, puisque avec le temps, ma base de données de facteurs d'émission va s'enrichir de par ma connaissance, de mes sous-traitants, de mes partenaires. Je vais aller demander des facteurs d'émission que je vais appeler génériques. Donc, les achats ont un rôle à jouer, ils ont un nouveau rôle à jouer qui est de rentrer en relation avec leurs fournisseurs pour connaître les facteurs d'émission un peu, je dirais, de l'industrie, mais de l'industrie de l'entreprise. Hein, je prends souvent, si je prends l'exemple vous achetez un vélo, ce vélo il est fait à base d'acier, si je prends un vélo basique,
l'acier est fortement émetteur. Donc, vous commencez avec un facteur d'émission lié à l'acier mondial. Et puis, fort de votre connaissance, puisque vous savez que l'acier qui constitue vos vélos, il est principalement fourni par des acteurs tels qu'ArcelorMittal. Vous demandez à ArcelorMittal quel est le facteur d'émission en Europe ou en Asie de ton acier. Et demain en 2025-2030, vous demanderez à votre fournisseur, si je prends encore l'exemple d'Arcelor pour ce vélo, vous demanderez le facteur d'émission de l'usine qui produit cet acier. Parce que, Thomas, justement, ce que tu dis rebondit avec des questions qui sont posées. Ce costing manager semble avoir un rôle clé. Quel est son profil et quel rattachement en interne? Est-ce que c'est des achats? Est-ce que c'est un acheteur? Est-ce que c'est un chef de produit? Est-ce que c'est quelqu'un de la RSE? Est-ce que c'est un financier? Est-ce que c'est un financier? Tout doit être fait pour que ce ne soit pas un expert. Toute l'approche doit être conçue pour que ce costing manager, ce soit le costing manager qui aujourd'hui fait l'évaluation financière d'un projet, d'un produit. Et on va simplement le faire monter en compétences. Donc, on prend les mêmes qu'aujourd'hui, ceux qui évaluent un projet. Donc, c'est plutôt la direction produit. Et on leur explique que, voilà, hier, vous évaluiez le prix, et vous estimiez le prix de votre projet. Demain, on va vous demander de rajouter du CO2. Et il faut que tout soit fait pour que ce ne soit pas, je dirais, une usine à gaz et que ce ne soit pas technique. Ce qu'on va demander au costing manager, c'est plutôt de connaître les volumes. Donc, si je prends l'exemple du vélo, demain, le costing manager, il sait déjà que son vélo, il va utiliser 7 kg d'acier. Il le sait déjà. Et il va simplement aller voir la base de données RSE où il y aura le facteur d'émission de l'acier. Ah, très bien, j'ai compris. J'achète 7 kg d'acier pour ce vélo et 7 kg d'acier de vélo. Ce facteur d'émission donné par la base de données RSE, c'est X tonnes de CO2. Demain, la RSE dira à l'acheteur, cette fois-ci, dis-moi, j'ai dans ma base d'émission, le facteur d'émission de l'acier mondial, j'ai un taux d'incertitude de 50%. Est-ce que tu ne pourrais pas te renseigner un peu pour savoir si tu ne pourrais pas, connaissant les fournisseurs principaux, affiner un peu ce facteur d'émission et obtenir le facteur d'émission par zone géographique? On arrivera au générique. L'acheteur, lui, demain, il imposera pour, je dirais, dans ses contrats d'achat, que le facteur d'émission de l'usine d'où sort l'acier donne son facteur d'émission. Le costing manager, il faut que ce soit le même qu'aujourd'hui, mais qui utilise des volumes. Lui, il utilise des volumes, comme il les utilise aujourd'hui, donc c'est le volume d'acier. Il joue avec le volume d'acier et on lui dit simplement, sache que nous, volume d'acier, on te propose ce facteur d'émission que tu vas appliquer dans ton modèle actuel. Et donc, du coup, c'est une répartition des rôles. Donc, le costing manager, il doit monter en compétence, vous pouvez un peu comprendre quand même que derrière 7 kg d'acier acheté, il embarque du carbone. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Ensuite, il doit comprendre que les achats ont un nouveau rôle parce que les achats ils vont devoir interagir avec les fournisseurs pour affiner des facteurs d'émission. Et la RSE a un rôle parce qu'elle doit être le garant d'une base de données qui s'enrichit avec le temps, s'affine avec le temps au regard des produits sur lesquels on veut travailler. Et donc, j'ai tendance à dire costing manager, surtout, ne pas l'éloigner de son rôle historique et de ses compétences historiques qui sont de chiffrer un projet. Maintenant, on lui demande de chiffrer quelques externalités bien ciblées sur des principales matières premières, des principaux flux logistiques. Le costing manager, il sait déjà quelle va être la logistique entre ses sous-traitants, ses bases, ses points de vente, etc. Ça ne changera rien. Les opérations, si je prends l'exemple de le vélo, c'est plutôt en amont, mais il va demander le nombre de kilowatts ou l'énergie consommée par les fournisseurs pour produire ce vélo, pour l'assembler, etc. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'est très clair. Et dans l'environnement de nos entreprises, ça peut donc tout à fait être des chefs de produits, des personnes de la performance ou de la finance, selon si on parle d'un vélo, d'une BU, d'un projet, d'un investissement.
que je voulais partager ici, c'est qu'il faut démystifier le fait que les analyses de cycle de vie, adaptées au prix interne du carbone, il ne faut pas les concevoir comme quelque chose de compliqué, d'expert. Il faut au contraire les simplifier à bon escient. Et il faut, c'est des exemples que je vois actuellement, des gens qui mettent en place des prix internes du carbone sur Scope 3, ben, il faut commencer avec une incertitude, mais qu'elle est connue, elle est tracée, et collectivement, achat, RSE et costing manager, avec le temps, on passe d'un facteur d'émission estimé vers du spécifique, et donc on affine le bilan carbone global du produit pour une meilleure prise de décision. Mais aujourd'hui, on peut commencer. Allez, principe numéro 3, c'est ce que je voulais dire. Vous aviez, alors, le client avec qui on a travaillé avait un super fichier Excel allez, je sais pas, il y avait 200 colonnes qui lui permettaient d'évaluer un projet. Mais nous, on a rajouté 20 colonnes où on lui demande de nous donner un volume, et ce volume, il est multiplié par un facteur d'émission. Voilà. Donc lui, il prend conscience comme ça je dirais des volumes, des indicateurs qui sont sources de carbone. Et la beauté de l'exercice, c'est que ce fichier Excel, il sert aussi d'objectif interne. C'est que quand un projet naît avec cette démarche-là et une valorisation carbone, après, on peut facilement fixer des objectifs et donc suivre durant le cycle de vie de construction, de commercialisation, d'ajustement des produits, eh bien, le plan carbone associé. Donc ça, c'est une façon, c'est une méthode que je voulais partager avec vous pour fixer un prix interne, pour utiliser un prix interne théorique et l'appliquer à un produit au-delà de d'un simple CAPEX où vous investissez sur de l'énergie renouvelable. Ça, c'est une deuxième méthode. Alors, comme le temps passe, je passe à la dernière. Et donc, oui, le message, c'est si là, je reprends ma casquette plutôt RSE, protocole, GHG protocole, etc. Bien, avec le temps, cet outil, il est digitalisé, et puis on fait en sorte que le costing manager, il est de moins en moins de besoin manuel de rentrer des données, etc. Et ça, c'est parfaitement faisable parce qu'il y a un certain nombre de données qui peuvent être totalement automatisées dans ces fichiers. Alors, un dernier cas autour d'un prix carbone générant la constitution d'un fonds. Alors, là, les économistes sur ce sujet du prix carbone sont vraiment absolument affirmatifs. Il faut un seul prix pour l'ensemble du groupe. Voilà. Il y a 5 ans, moi, j'avais mis en place des prix carbone différenciés par pays, parce que par pays, en fait, en fonction du mix énergétique, certains prix n'étaient pas du tout transformationnels, d'autres l'étaient. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. On choisit des prix uniques, vu la convergence des marchés sur ce prix carbone. Et donc ça, c'est un premier principe pour retenir. Ensuite, fixer un bon niveau de prix. Alors ça, c'est vraiment important, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il va y avoir des transferts, des impacts PNL, un impact sur la marge. Et donc, le seul exercice compliqué, c'est de modéliser un peu différents prix carbone pour voir l'impact que ça va avoir sur les marges opérationnelles. Et un exemple que je peux donner ici, donc on a mis en place un système de cap and trade pour un de nos clients. Donc, le principe, c'est que si vous atteignez l'objectif, eh ben, vous n'êtes peu ou prou pas impacté par le fait d'abonder ou de recevoir des sommes pour financer d'autres initiatives énergétiques ou climatiques. Si vous êtes meilleur que l'objectif, ben, vous avez un impact positif sur votre marge opérationnelle que vous voyez dans le tableau à droite, et un impact négatif si vous n'atteignez pas les objectifs. Et tout l'exercice consiste à faire ça, en fait. C'est finalement quel prix je prends pour qu'en année 1, ces objectifs ne sont pas atteints. Alors, si vous êtes à l'objectif et que vous avez dépensé plus, hein, vous avez quand même un impact, évidemment, mais il faut faire en sorte qu'il soit minime.
Si vous êtes meilleur que l'objectif, eh bien, vous voyez un bonus sur votre marge opérationnelle et vice-versa sous l'objectif. Et je pense que c'est ça toute la finesse d'une taxe carbone interne, c'est de bien modéliser l'impact que ça aura demain et donc du coup rassurer les entités sur le fait que tout est prévu pour que ce soit dans un premier temps conforme à l'ambition, transformation climatique, parce qu'il y a un objectif, mais que si pour des raisons de compétitivité, voilà, de situation, de contexte local, il y a des décisions et des arbitrages en faveur d'un report de ces exercices de transformation climatique, eh bien l'impact n'est pas majeur. Voilà. C'est le message que je voulais passer sur le mécanisme de taxe carbone interne. Alors, en 2 mots, et ce sera mes derniers mots parce que j'ai dépassé un peu et je m'en excuse. Oui, mais tu as eu plein de questions. Oui, mais quand même j'ai dépassé, je m'en excuse. Voilà, je pense que, encore une fois, vous devez vous poser des questions. Vous savez, il y a plein de mécanismes différents, il y a des périmètres différents. Finalement, qu'attendez-vous de ce prix interne du carbone? Je pense que, et en fonction de cette première question, vous vous direz, et qu'est-ce qui va marcher chez moi? Est-ce que c'est le PNL? Parce que ça, j'ai une culture des chiffres dans ma société, il n'y a que ça qui marchera. Sur la R&D, peut-être que le shadow price, enfin, le prix théorique marchera mieux. Voilà. Vous devez vous poser des questions. Le périmètre, très important. Commencez scope 1, scope 2, c'est sûr. Si vous allez sur le scope 3, soyez certain d'être déjà assez mature sur le sujet ou d'avoir un mécanisme très simple pour mesurer finalement au cours du cycle de vie ce qu'est l'impact carbone d'un projet, d'un produit. Est-ce que vous restez sur le CO2? Est-ce que vous introduisez d'autres substances émissives? Voilà, ces questions-là, il faut vous les poser et très rapidement, ça oriente les choix. Ensuite, simple et petit. Simple et petit au début, c'est absolument indispensable. C'est plus une mission d'accompagnement, entre guillemets, en interne pour expliquer comment ça marche, pourquoi on va se transformer, pourquoi on l'intègre dans nos métiers, plus qu'un calcul compliqué. Le calcul compliqué, le calcul du prix, le processus, le mécanisme, et c'est simple. C'est l'accompagnement qui va compter. Et la juste définition du prix pour que ce soit transformationnel. Test and learn, ça c'est clair. On l'a vu, tous les acteurs qui ont réussi à intégrer leur prix carbone, ça leur a pris plusieurs années. Ils ont commencé avec des prix petits, ils ont testé sur un périmètre petit, et après ils ont su augmenter. Ça va sans dire, l'ensemble du leadership doit être embarqué. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de transformation. C'est comment intégrer dans l'ensemble de vos prises de décision métiers le climat. Et ça ne peut se faire que si le management est embarqué. Carotte et bâton, oui, comme toujours. Quand je dis bâton, c'est des acteurs qui, pour des décisions stratégiques, auront décidé de reporter. Mais il faut qu'elles comprennent que la transformation climatique est un enjeu stratégique du groupe, le leadership est convaincu et donc il faut qu'elle le voie. Voilà en quelques mots ce que je voulais que vous reteniez sur ce prix, ces mécanismes prix carbone. J'espère que j'ai un peu démystifié ce sujet et que vous y voyez plus clair. Alors donc, évidemment, toutes les questions sont les bienvenues. Merci Thomas. Vu que le temps file beaucoup, juste avant de passer une question, et ensuite je vais passer la main à Juliette et Esther de Schneider, qui vont, suite à l'aspect méthodologique, vous dire dans la vraie vie d'une entreprise industrielle cotée, donc avec beaucoup d'exigences économiques, financières, ESG, comment est-ce que Schneider s'y est pris pour le mettre en place. Mais la question à prendre, c'est celle de Julien, qui dit « Thomas, connais-tu des entreprises qui ont mis en place une méthode gamifiée, donc en fait incentivée, pour catalyser la transformation faite par les acteurs de terrain ?» Alors, ce que je sais, c'est que l'esprit
pour avoir un peu travaillé sur l'esprit du fonds mis en place par Gessinal, du fonds mis en place par Saint-Gobain, il est très orienté vers les employés. C'est-à-dire que les fonds qui sont collectés servent à valoriser des initiatives très, très locales, très, très personnelles. Et avec un mandat, c'est démontrons à tous nos employés que leurs initiatives sont une source de réussite pour toute l'entreprise. Alors, c'est pas gamifié, enfin, si je comprends bien le terme, mais par contre, derrière cet exercice, il y a des awards. Donc, il y a la valorisation en fait d'initiatives. Et donc, il y a une certaine émulation, une compétition interne pour que chaque employé sache que s'il met en place un projet, s'il a l'objectif de mettre en place un projet bas carbone, il va être valorisé dans l'entreprise. Donc, il y a cet effet d'émulation interne qui marche pas mal. Merci beaucoup. Juliette et Esther, on vous passe la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend. Parfaitement. Bonjour à tous, Esther Findori, je suis directrice environnement du groupe Schneider Electric. Et Juliette est avec moi. Juliette, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, ravie d'être là aussi. Donc moi, j'appartiens à la division de conseil en climat, développement durable de Schneider. Et donc, je suis en charge des activités de conseil en Europe du Sud. Et est-ce que vous voyez bien mon écran? Non, pour l'instant, on ne voit pas votre écran. Raté. Alors, je réessaye. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui. Magnifique. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette première présentation, je pense, qui a bien permis de poser le sujet et quelles sont toutes les questions qu'il faut se poser. L'objectif de notre présentation avec Juliette, c'est vraiment de faire un retour d'expérience du sujet vu par Schneider Electric avec deux angles un peu différents et c'est pour ça qu'on est là toutes les deux avec Juliette aujourd'hui. Moi-même, je suis directrice environnement du groupe Schneider, donc j'utilise ou pas, vous allez le voir, le prix du carbone dans nos activités et je vais vous apporter, j'espère, un retour un peu subtil sur pourquoi on s'en sert et pourquoi on ne s'en sert pas dans différents domaines d'application. Vous l'avez entendu, c'est un sujet relativement complexe à utiliser aux bons endroits et donc je vais vous expliquer comment nous on s'en sert chez nous. Et puis Juliette pourra aussi vous donner des insights, des retours sur comment nos clients s'en servent, puisqu'elle fait partie de notre activité, notre practice de conseil en développement durable, qui travaille avec certains d'entre vous d'ailleurs sur ces sujets. Alors, il y a différents prix du carbone, on en a vu certains dans la présentation de Thomas, j'en ai ajouté un petit peu plus, où j'ai ajouté parfois un petit peu de subtilité, parce que nous, dans notre retour d'expérience côté Schneider Electric, on voit en fait qu'il faut bien distinguer des cas d'usage pour bien définir ce qu'on a envie d'en faire. Premièrement, ça n'a pas été discuté, ou plutôt mis de côté dans la première présentation, mais il y a quand même un sujet qui est le prix réel du carbone. Évidemment, il va concerner au premier chef, plutôt d'ailleurs entre nous des entreprises qui pratiquent aussi les prix volontaires, mais bon, Saint-Gobain par exemple, ArcelorMittal, des entreprises qui sont soumises à quota. Ceci dit, je pense que ça vaut le coup d'y passer un petit moment ensemble aujourd'hui, parce qu'on voit aujourd'hui une réelle explosion de ces prix. Et même si on n'est pas directement soumis à ces taxes et ou marché quota de manière significative, en fait, aujourd'hui, nous, Schneider et certains de nos clients, on commence à s'interroger sur l'impact direct que ça a néanmoins sur nos coûts d'opération, les impacts indirects que ça a sur les produits vendus, et de comment est-ce qu'il faut qu'on puisse couvrir, enfin surveiller, éventuellement couvrir, hedger et intégrer aux politiques de prix le sujet du coût de l'énergie et du climat. Ensuite, dans le champ du prix volontaire, il y a évidemment la taxe carbone interne. Il y a le prix interne théorique, le shadow price. Je distingue ce que j'appelle le signal prix CO2. En fait, le shadow price peut informer des décisions CAPEX, OPEX relativement court terme.
ce que j'appelle le signal prix CO2 vise lui plutôt à informer la stratégie de l'entreprise, notamment sur des sujets moyen à long terme comme la stratégie industrielle ou les décisions de R&D. Et vous allez voir, chez Schneider, on manipule ces deux outils de manière différente. Et enfin, une dernière idée qui n'a pas été encore discutée, même s'il y a eu la question au tout début sur les green revenues et la future taxonomie européenne, il me semble que l'outil prix du CO2 va être de plus en plus un outil extrêmement intéressant à considérer dans les discussions qu'on va avoir avec la finance et la gestion des risques dans nos entreprises respectives. Il y a maintenant l'attente qu'on puisse intégrer les risques et opportunités climat dans les états financiers de l'entreprise, et l'outil du prix du CO2 est une des manières, ce ne sera pas juste ça, mais pour informer les états financiers, les comptes, les résultats de l'entreprise, mais aussi les pratiques de gestion de risque dans le groupe. Alors, j'ai un slide par sujet. Et vous allez voir à la fin, je vais expliquer en bleu, vous avez un peu notre recommandation, notre retour d'expérience, mais on va les passer en revue dans le détail. Alors, on va commencer par le premier, le prix réel. On paye aujourd'hui tous, d'une façon ou d'une autre, une certaine forme de prix carbone, et je vais laisser Juliette vous commenter un peu ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Alors, merci Esther. Effectivement, on voulait faire un petit point d'introduction sur ce sujet parce que il y a des mécanismes aujourd'hui existants avec un prix réel du carbone qui se déclinent soit par des mécanismes de marché. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier à titre illustratif avec ce qu'on appelle l'EU ETS. Donc, c'est le mécanisme en Europe de gestion des quotas. Et puis après, il y a aussi des taxes carbone qui existent, typiquement sur les carburants, etc., en Europe, et qui font que sur certaines catégories de produits, etc., on est impacté directement ou indirectement. Et donc, quand on regarde le mécanisme typiquement EU ETS, donc c'est le mécanisme européen qui, dans son principe, a un mode de fonctionnement pollueur-payeur, où on se dit, on regarde les plus gros émetteurs, donc on va avoir par exemple la production d'électricité, on va avoir les sidérurgistes, les cimentiers, etc., qui sont soumis à ces mécanismes. Ils disposent en fait de plafonds d'émissions et ces plafonds, avec on va dire la pression climat croissante, ont progressivement baissé et vont continuer à baisser. Et ce qui fait qu'ils sont forcés de réduire leurs émissions, et s'ils n'y parviennent pas, finalement, ils vont devoir se retourner sur une logique de marché pour aller chercher les quotas manquants ou alors être assujettis à des pénalités. Et ça, évidemment, on le retrouve dans les produits de ces gros émetteurs. Donc, on va le retrouver dans les produits acier, des cimentiers, etc., dans la partie construction. Et puis, on va le retrouver de manière assez directe dans le prix de l'électricité. Donc, si on regarde ce qui s'est passé sur le prix du carbone, en un an, on est passé de 20 € la tonne à 80 € la tonne. Donc, voilà, dans ces derniers jours, le prix a même dépassé 80, 83, 84 € la tonne, ce qui est en tout cas inédit, dans un monde où il y a encore 2 ans, on était autour de 5 € la tonne. Et donc, globalement, si on prend vous, ce qui vous impacte encore le plus directement, ça va être via la production d'électricité. Les producteurs étant soumis à ce quota, finalement, dans votre prix d'électricité, vous payez indirectement ce prix de carbone. Et donc, les marchés de l'électricité, alors ce n'est pas que à cause du carbone, il y a eu d'autres sous-jacents, mais effectivement, ont explosé dernièrement. Et la tendance sur le carbone ne fait qu'impacter la vision qu'on a à long terme d'évolution des marchés des commodités. Et ce qui fait effectivement que les clients de plus en plus suivent ce marché, même quand ils n'en sont assujettis que de manière indirecte, et certains mettent en place des politiques de couverture financière, on va dire, sur ces marchés qui impactent leur business indirectement. Voilà. Merci Juliette. Donc sur le témoignage, donc ça c'est évidemment un sujet qui intéresse beaucoup nos clients avec qui on travaille sur des politiques de couverture de prix et de sourcing d'énergie. Moi de mon côté, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que responsable environnement, je discute beaucoup en ce moment notre responsable financier en charge des politiques de couverture du groupe. Et notamment de cette question de est-ce qu'on doit changer notre stratégie de couverture sur les prix de l'énergie? Est-ce qu'on doit intégrer de nouvelles couvertures sur l'impact que vont avoir les prix du carbone
sur nos propres coûts. Et donc, avant de commencer, disons, à réfléchir au prix volontaire, théorique ou plus virtuel du carbone, il y a un vrai prix du carbone et je pense que l'évolution récente des marchés nécessite de se poser ces questions et d'en discuter avec votre direction financière, votre direction hedging, et puis les gens en charge des politiques de prix aussi, pricing produit, est-ce qu'on est couvert? Alors ça dépend évidemment de comment vos pricing produits sont faits, mais entre l'achat de matière et la revente de produits finis pour Schneider Electric, il y a un vrai sujet d'évolution des politiques de prix. Alors ensuite sur la taxe interne du carbone, notre retour d'expérience chez Schneider Electric, c'est très simple, c'est qu'on ne le fait pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que ça peut être effectivement un sujet assez vertueux dans certains cas, pour certaines entreprises particulières. Très honnêtement, je pense aussi qu'il faut vraiment bien évaluer ce dispositif avant d'appuyer sur le bouton. Et je vous ai listé un peu les 3 questions qui, pour moi, sont des no-go, en fait, des décisions. Si la réponse était négative, sont un indice pour lequel mon retour d'expérience serait qu'il ne faut pas y aller. Le premier point, c'est la complexité du processus comptable de votre entreprise. C'est très pragmatique, mais chez Schneider Electric, en tout cas, on a des processus comptables relativement complexes, multi-entités, avec des systèmes de filiales, des pays différents, donc des systèmes des questions très complexes qui se posent sur les taxes, qui font que créer un processus comptable de refacturation associée à une taxe carbone interne serait extrêmement compliqué, extrêmement chronophage, parce que les entités, si ensuite elles recommencent elles-mêmes, il faut refacturer une première fois, mais ensuite les entités, si elles cascadent elles-mêmes la refacturation du coût jusqu'au budget granulaire et individuel, ce qui théoriquement serait nécessaire pour envoyer le bon signal prix aux bonnes personnes, on génère plus de coûts en jour-homme de travail que les montants totaux collectés potentiellement sur le fonds, je pense. Et puis 2, on pose des questions très compliquées sur la conformité de l'entreprise par rapport aux devoirs et aux droits sur tout ce qui est taxes. Donc ça, c'est un premier point, je pense, sur lequel il faut bien évaluer le processus qu'on va mettre en place. Le deuxième point, il est un petit peu plus stratégique, je dirais, mais il est même plus important, c'est la question de la gouvernance de l'entreprise. Et c'est la raison principale pour laquelle on n'a pas de taxe carbone interne chez Schneider Electric. La question, c'est qui doit avoir la responsabilité de décision et de budget. Je vais vous donner un exemple très concret. Chez Schneider Electric, les investissements en efficacité énergétique sont gérés localement par les sites. Chaque directeur d'usine est responsable dans son budget d'investissement de l'année de prévoir des investissements sur l'efficacité énergétique. Si demain, moi, vu que je suis directrice environnement, j'ai un fonds spécial dédié à l'investissement en efficacité énergétique, on crée potentiellement 2 poches de budget dans lesquelles qui pourraient financer ce type d'action. Et donc, quelque part, si je veux pousser à l'extrême, je peux déresponsabiliser mes responsables de sites qui sont en fait très impliqués et qui, depuis des années, ont cette habitude de suivre leur performance énergétique et d'investir pour cet objectif, les déresponsabiliser puisque l'argent existe ailleurs et il faudra qu'ils soumettent un dossier pour le faire financer, etc. Donc on a un risque potentiellement de créer une gouvernance qui peut être contre-productive en bougeant la responsabilité d'investissement et la responsabilité de décision. Donc, dans des entreprises qui ont des pratiques de gestion et de gouvernance très centralisées, ça peut être extrêmement pertinent, mais pour des entreprises comme c'est le cas pour Schneider Electric, où la gouvernance est relativement décentralisée, et notamment les décisions d'investissement vont être dans les mains des différentes entités, soit business, soit entités sites et sites industriels et logistiques et tertiaires. Il faut vraiment être sûr qu'on va mettre les fonds ou le budget dans les mains de la bonne personne et ne pas créer d'incentives négatives en fait sur la gouvernance. Sur ce qui c'est une deuxième option pour dépenser ce type de fonds. Investissement dans les fonds de compensation, c'est bien géré par moi, par les équipes centrales chez nous, mais j'ai envie de dire, je n'ai pas besoin d'aller récupérer du budget chez chaque entité en créant une complexité comptable énorme pour financer cet investissement de compensation. C'est un engagement du groupe et donc je le fais par ailleurs sans avoir besoin de ce mécanisme qui est complexe.
Et enfin, la dernière question, et ça a été bien évoqué, je pense, dans la présentation de Thomas, c'est est-ce que ça vaut le coup? Si vous créez tout un processus comptable de refacturation qui lui-même peut être refacturé, hein, donc ne vous arrêtez pas juste au rang 1 de refacturation. Généralement, en tout cas chez nous, on peut créer une refacturation en cascade. Est-ce que le niveau de taxe est suffisant pour envoyer une information utile? Et moi, quand j'entends que Microsoft a augmenté de 2 à 15 euros, je doute qu'à 15 euros, on ait un impact, très sincèrement, significatif sur le PNL des différentes entités. Et donc, je suis contente de savoir qu'ils s'en servent, mais je questionne, voilà, est-ce que l'information est suffisante pour générer des différences de décision des leaders, des responsables de ces différentes entités? Et sur ce niveau de prix, très, très sincèrement, j'en doute. Donc, je pense que ça peut être un outil qui est pertinent, mais dans des entreprises avec des gouvernances très centralisées, des processus comptables maîtrisés et relativement simples, mono-pays, mono-entité, monofiliale, et qu'il faut vraiment s'assurer, si on met en place toute cette machine de guerre comptable, que ça envoie des signaux intéressants. Alors ensuite, le prix interne théorique, le shadow price en anglais, lui est un outil beaucoup plus intéressant et qu'on utilise dans certains cas de figure chez Schneider Electric. Alors, je l'ai distingué en deux, ce que j'appelle le signal prix et ce que j'appelle le prix interne théorique, par rapport à la présentation d'avant où les deux étaient groupés dans le même concept. Donc le prix interne théorique, pour nous, ça peut servir à informer certaines décisions de CAPEX et d'OPEX, mais seulement dans certains cas, et on a fait un travail pour identifier quelles sont les décisions qu'on veut informer. Je vais vous donner un exemple de là où on ne l'utilise pas, c'est les véhicules de fonction. On a comme objectif de changer nos véhicules de fonction pour réduire nos émissions scope 1, les émissions dues à la consommation de carburant, et de passer sur des véhicules électriques. Quand vous avez un objectif comme ça bien défini, ça peut être un objectif d'efficacité énergétique dans vos process industriels ou dans vos magasins, par exemple. Quand vous avez ce genre d'objectif, en fait, pour moi, il faut que vous posiez la question systématiquement, est-ce que je vais y arriver par une approche normative ou est-ce que je vais arriver par un signal prix? C'est exactement la même chose, c'est exactement la question que notre gouvernement va se poser. Vous voulez faire des bâtiments neufs performants, est-ce que vous faites la RE 2020? Vous dites les bâtiments neufs seront performants, c'est une approche normative, vous menez le changement par le standard, ou l'option 2, c'est je vais mettre une taxe carbone sur les chaudières à gaz non efficaces, j'envoie un signal prix pour que les acteurs économiques fassent leur arbitrage. On ne peut pas faire les deux en même temps. Je vous recommande de ne pas le faire les deux en même temps et de bien choisir au regard de chaque transformation. Si vous voulez avoir une approche normative, vous donnez l'objectif et les entités déploient, ou si vous voulez travailler sur le signal prix. Évidemment, l'approche normative, le standard est plus simple et parfois plus efficace que le signal prix, où il y a eu pas mal de questions tout à l'heure sur mais est-ce que le contrôleur de gestion ou le responsable costing des projets doit vraiment faire tout ça et apprendre à se servir d'un prix du CO2? Oui, si vous partez sur une option signal prix, vous avez un enjeu de formation et d'outillage de personnes dont c'est pas le métier et qui aujourd'hui ne savent pas faire. Alors, pour les véhicules, je vous donne l'exemple concret, c'est le graphique sur la droite. Pourquoi est-ce que nous, on a choisi l'approche normative? Je vous ai mis, alors c'est une barre 100, le véhicule thermique, le coût complet aujourd'hui, coût de revient pour notre entreprise. Si j'ajoute un prix du CO2, vous voyez qu'il est très haut, 75 à 120 euros, l'impact incrémental sur ce coût complet, il est relativement faible, entre 5 et 9%. Et un véhicule électrique, là je vous ai mis une barre d'incertitude, mais en gros, le coût complet du véhicule électrique, aujourd'hui, va être moins cher que le véhicule thermique dans certains pays, taxe carbone interne ou pas, au prix interne théorique ou pas, parce que dans certains pays, les véhicules électriques aujourd'hui sont très compétitifs, et en fonction aussi des types de distances parcourues, c'est surtout aujourd'hui sur des distances parcourues relativement faibles. Et dans d'autres pays, pour des véhicules de taille plus importante et ou sur des distances parcourues beaucoup plus élevées, quel que soit le prix interne théorique que vous allez mettre au carbone, le véhicule électrique ne sera plus cher. Et donc, là, la question que moi je vous invite à vous poser, c'est au regard de chaque processus de décision, évaluer si le prix interne théorique du CO2 déjà va orienter correctement la décision. Parce que dans ce cas-là, nous, notre groupe, on a pris un engagement zéro émission scope 1 en 2030. Si j'essaye de mener cette transformation à travers un signal prix, je ne vais pas y arriver. C'est aussi simple que ça. L'approche normative est à la fois plus simple, mais aussi une garantie du résultat. Alors que dans le signal prix, on introduit une nuance qui parfois est très utile, mais qui ne permet pas de garantir le résultat et l'atteinte de l'objectif global qu'on s'est fixé.
Et puis, je vous conseille à la fois de choisir et puis d'éviter le chevauchement. Aujourd'hui, j'ai dit à mes pays, en l'occurrence, c'est les pays qui gèrent les stratégies de choix de véhicules. Voilà, la vision, c'est 100% 2030 et 33% 2025, et je n'ai pas besoin, ou ce serait même totalement contre-productif, de déployer un mécanisme de prix interne théorique en parallèle de cette approche normative. Dans d'autres cas, ça fonctionne sur des investissements en efficacité énergétique dans nos sites, par exemple. On utilise un prix interne théorique du carbone, donc là, ça va rejoindre les exemples que vous avez vus dans la première présentation. Mais on n'utilise pas partout de manière homogène parce que c'est compliqué et puis surtout c'est potentiellement contre-productif. Alors, sur le signal prix du carbone, donc que j'ai distingué du prix théorique, là c'est un outil qui est très intéressant, extrêmement stratégique, qu'on utilise de plus en plus et qui pour moi vise vraiment à informer la stratégie de l'entreprise sur les impacts de la transition énergie-climat. Par contre, là, je vous invite très fortement à ne pas penser prix du carbone seul, parce que ça n'est pas suffisant pour, j'ai envie de dire, capturer tous les enjeux de la transition dans le cadre d'une réflexion stratégique. Donc, l'outil prix est intéressant, mais il faut entendre signal prix carbone de manière beaucoup plus complète et penser prix carbone, mais aussi prix d'énergie, prix des futures technologies, et pas juste, je prends les émissions de CO2 et je les convertis en euros. Je vous donne l'exemple de notre stratégie industrielle, et ça, c'est des sujets que je travaille beaucoup en ce moment avec notre équipe en charge de cette stratégie. Si vous mettez un signal prix du carbone sur vos opérations de fret, vous n'allez pas voir grand-chose. Les chiffres que vous avez à droite, c'est les chiffres appliqués à notre chaîne logistique chez Schneider Electric. Encore une fois, sur des prix du type 75 à 120 € la tonne de CO2, vous voyez le coût complet du fret augmente de l'ordre de 6 à 9%. Bon, c'est pas 10% de déproductivité ou d'augmentation des coûts, c'est pas neutre, mais c'est relativement secondaire au regard d'autres questions du type impact du coût de la main-d'œuvre, droits de douane, etc. Quand je commence à ajouter dans la discussion les prix du pétrole, voire leur disponibilité, ah oui, là vous avez pas la barre orange ici, c'est avec une hypothèse d'augmentation de doublement du prix du pétrole par rapport à 2020, donc en fait on y est presque déjà. Vous êtes sur une augmentation, on ajoute encore 25% sur le coût du fret. Et ensuite se pose la question des futures technologies de fret bas carbone, les navires à hydrogène, probablement pendant un certain temps, seront moins émissifs, mais beaucoup plus chers, et ce beaucoup plus cher sera d'un ordre de grandeur largement supérieur au coût associé de la réduction de CO2. Donc, quand on commence à réfléchir sur des enjeux de stratégie de long terme, le signal prix est très intéressant pour, c'est des tests de résilience, des stress tests en anglais, pour évaluer comment la stratégie industrielle peut être impactée par un monde futur en transition énergie-climat, mais ça doit bien être un signal prix carbone au sens très large qui inclut l'énergie et les futures technologies. Et enfin, puis après j'ouvrirai, je manipule des concepts un peu compliqués, donc j'espère que vous me suivez. Le dernier sujet dont on n'a pas parlé dans la première présentation, mais qui pour moi est en ce moment également un sujet de grand intérêt et je trouve extrêmement stratégique, c'est la question de l'impact du prix du carbone sur les états financiers de l'entreprise. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est relativement récent. L'ESMA, qui est l'autorité de régulation des marchés financiers européens, donc l'AMF fait partie en France fait partie des autorités qui déploient les recommandations de l'ESMA, a publié pour 2021 une note qui dit que les émetteurs et leurs auditeurs, donc les émetteurs c'est nous, nos auditeurs c'est par exemple Ernst & Young ou PricewaterhouseCoopers, doivent prendre en compte les risques climatiques lors de la préparation des états financiers du groupe, donc le bilan, le PNL, enfin tous les comptes du groupe. Et que cet impact doit être à la fois sur l'impact du climat sur les émetteurs, c'est-à-dire quels sont les risques climatiques physiques auxquels vous êtes soumis, et est-ce que cela change vos états financiers, mais aussi l'impact de l'émetteur sur le climat, donc dit autrement, est-ce que les engagements de votre entreprise pour réduire ses émissions de CO2, est-ce que votre engagement carbone que vous avez pris pour le groupe impacte vos comptes. Par exemple, si vous avez pris un engagement de réduire vos émissions de CO2, est-ce que cela impacte la valeur de vos immobilisations corporelles, leur durée d'utilité attendue? Si vous avez des immobilisations sur des durées très longues
et que ces actifs industriels ne pourront plus opérer demain au regard de votre engagement climat, eh ben, vous devez maintenant venir diminuer la valeur résiduelle de cet actif pour anticiper son futur, anticiper un futur write-off, une future valeur aux valeurs résiduelles nulles. Autre exemple, c'est tout ce qui est responsabilité pour litige, réparation des dommages environnementaux, aussi restructuration pour atteindre les objectifs liés au climat dans des groupes où il y a des changements importants qui seront nécessaires pour atteindre vos objectifs, eh bien, ils doivent être maintenant reflétés dans les comptes. Et puis, troisième point aussi très intéressant, difficile à capturer, c'est l'impact sur les flux de trésorerie futurs et notamment sur tout ce qui est valeur du goodwill de l'entreprise. Donc les immobilisations incorporelles et les écarts d'acquisition. Et là, on se pose des questions très subtiles sur quels sont les risques et les opportunités business associés au changement climatique. Est-ce que demain, les prix du CO2 peuvent impacter les flux de trésorerie futurs et est-ce que ça doit se refléter aujourd'hui dans les modélisations de flux de trésorerie et donc dans la valeur comptable de l'entreprise? Alors, pour être tout à fait clair, aujourd'hui, ces recommandations de l'ESMA vont être sur des horizons de très court terme. La plupart des entreprises ont des états financiers qui sont typiquement sur les horizons de 5 ans. À horizon 5 ans, je ne pense pas qu'autour de la table, on ait des industriels lourds pour qui ces risques seront très matériels. Ceci dit, ce qui est très intéressant, et ce que nous, aujourd'hui, Schneider, moi, directrice environnement, je discute avec ma direction financière, c'est est-ce que ces recommandations nouvelles portées par l'ESMA et l'AMF nous incitent en fait à réfléchir à une approche plus moyen-long terme de l'impact du prix du CO2 sur nos états financiers et donc être je dirais plus dans l'anticipation et ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est que à partir de cette recommandation de l'ESMA et de l'AMF, on réfléchit maintenant à des processus de gestion des risques et de gestion de nos états financiers qui soient plus moyen terme et qui soient sur un horizon plutôt du type 5-15 ans, en plus évidemment de nos processus financiers qui sont pour nous sur plutôt un horizon de 5 ans. Donc on génère des discussions extrêmement stratégiques avec la direction des risques et la direction financière sur la matérialité de ces enjeux de transformation, l'anticipation nécessaire pour le business et l'impact potentiel sur les états financiers du groupe. Donc je reviens sur l'introduction. Et puis, je vais essayer de vous résumer un petit peu. Ici, en bleu, vous avez les différentes retours d'expérience ou recommandations, conseils que je peux vous faire sur mon expérience du déploiement chez Schneider Electric. Le prix du CO2, c'est un sujet relativement complexe. En fait, il veut dire ou il recouvre des réalités très différentes. C'est très important de le mettre au bon endroit, déjà de ne pas rater les points 1 et 5, qui sont des vrais coûts, des vrais coûts pour le 1 et des vrais impacts sur les états financiers et la gestion des risques du groupe. Donc je pense que c'est par là qu'il faut commencer en fait le travail, parce que là on n'est pas dans la démarche proactive, on est sur des discussions qui vont impacter réellement la performance financière de l'entreprise. Et ensuite sur les outils 2, 3 et 4, ma recommandation, c'est de bien le designer pour qu'il envoie le bon signal stratégique et de décision à la bonne personne. Si vous déployez en interne, que ce soit sous forme de taxe carbone ou de prix théorique, des prix trop bas, par exemple, vous aurez, et d'ailleurs l'exemple a été donné par Thomas, le retour de en fait le carbone, on s'en fiche, ça ne se voit pas, c'est pas cher. Ah tiens, c'est rien en fait, donc il n'y a pas de sujet. Voilà. Donc c'est un outil extrêmement intéressant et stratégique. Mais il faut vraiment prendre le temps de le positionner au bon endroit de la prise de décision de l'entreprise au regard de votre business, parce que là, il n'y a pas une seule bonne réponse. Je vous ai expliqué ce qu'on fait chez Schneider, mais je ne dis pas que ce serait applicable dans toutes les entreprises, pour que ça informe de manière utile les décisionnaires du groupe. Merci beaucoup, Esther. Alors, il nous reste 8 minutes avant de clôturer ce webinaire qui a été très, très riche. On a déjà eu pas mal de questions qui ont été posées, mais c'est le moment, avant de se quitter, pour partager vos questions. Donc, je vous invite toujours à les mettre dans le module questions. Ça permet de faire remonter celles qui sont le plus partagées. On en avait quelques-unes qui étaient déjà restées en suspens, en réponse. Donc, on va commencer par celle-ci.
Eric, est-ce que toi, tu avais vu une question J'ai vu que tu avais des échanges avec Adèle en parallèle sur le... Tu peux peut-être nous expliquer du coup? Alors oui, pour faire très rapide, Adèle alertait sur un point qui était très bien mis en avant par Esther. Attention, énergie carbone. Qu'est-ce qu'on mesure? Comment s'assurer qu'on sait vraiment de quoi on parle pour orienter les décisions, d'une part, au niveau des bonnes personnes et d'autre part, dans le bon sens. Donc, au-delà de ces échanges, un testimonial rapide de la situation chez Auchan. Alors, Thomas et Esther vous ont présenté les règles de l'art, hein, la méthodologie et ensuite l'intégration réelle dans une entreprise cotée. C'est pour ça que je l'ai précisé au départ, notamment pour tout ce qui est règles de gestion. C'est valable aussi dans les entreprises non cotées, hein. Donc, vous avez un aperçu global. Alors, chez Auchan, on en est où? Alors, chez Auchan, on en est au tout début. Aujourd'hui, on a plus de questions qu'on se pose que de réponses à nos questions. Néanmoins, la décision stratégique d'aller dans cette direction-là a été prise par notre comité des DG et le top 150. Maintenant, on doit sizer concrètement qu'est-ce qu'on fait, à quel niveau, pourquoi, pour qui et à quel prix. Donc, nous sommes convaincus que c'est un vrai game changer, qu'il faut y aller. Et donc, à partir du Q1 de l'année prochaine, on va démarrer les ateliers pour vraiment identifier qu'est-ce qui est adapté à notre mode de gestion, qu'est-ce qui est adapté à notre mode organisationnel, hein, afin d'aller dans la bonne direction et accélérer la prise de décision. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas juste un coût carbone, quel qu'il soit, multiplié par un bilan carbone, c'est vraiment du transformationnel et il y a une phase d'introspection avant d'utiliser correctement ces outils. Du coup, ça m'amène à poser la question de est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui aujourd'hui ont commencé à explorer ces méthodologies parmi vous les participants qui représentez vos entreprises? Donc, personne. OK. Eh ben, merci Auchan d'ouvrir la voie, du coup. Je vais partager la question de Benoît. Alors, Benoît, tu demandais, est-ce que la mise en œuvre d'éléments comme la taxe carbone interne impacte positivement le coût du financement de vos CAPEX chez Schneider? Ah, ça, c'est une question intéressante. Je pense que dans ce cinquième pilier que j'ai vraiment, je pense, mis en avant et qui est connexe, hein, mais sur l'impact sur les états financiers, il y a effectivement le sujet de la finance durable, la capacité demain des entreprises plus vertueuses à se financer, soit pour des financements des CAPEX, soit tout simplement le financement de dette de l'entreprise. L'année dernière, par exemple, Schneider a émis un Sustainability Linked Loan. C'est une dette qui est indexée à notre performance, dont le taux, le coût de la dette est indexé à l'atteinte ou pas d'objectifs de performance qu'on s'est fixés sur le développement durable. Demain, oui, je pense que de manière croissante, mais ça c'est ma conviction personnelle, j'ai pas de boule de cristal, et on voit bien que c'est, en tout cas en Europe, l'orientation qui est très forte, hein, et qui est poussée par la Commission européenne, qui aura une réelle prise en compte de la stratégie et performance climatique ou développement durable des entreprises par les acteurs financiers et donc un impact sur la capacité des entreprises à se financer. Je pense aussi que la robustesse de l'intégration des sujets climat dans les états financiers de l'entreprise, c'est un sujet nouveau aujourd'hui. Demain, dans un horizon moyen terme, deviendra un élément différenciant qui sera scruté par nos investisseurs. Donc, je pense que la capacité à démontrer des processus de gestion qui permettent d'atteindre les objectifs fera partie des éléments qui seront considérés. Après, la taxe carbone interne stricto sensu, je vous l'ai dit, je pense que c'est un outil qui est très limité. En tout cas, chez nous, Schneider, on ne s'en sert pas. C'est complexe, ça génère de la complexité comptable, ça déresponsabilise mes responsables business qui font déjà les investissements, donc j'ai pas du tout envie de les déresponsabiliser. Et puis, il faut se mettre sur des montants très élevés pour qu'en fait ce soit visible. Et s'y mettre sur des montants faibles,
ça envoie le signal contraire aux leaders du groupe qu'en fait le climat ne se voit pas, ce qui en fait est totalement contre-productif car trop court-termiste. Donc la taxe carbone en tant que telle, non, je ne pense pas. Par contre, la capacité à avoir les processus pour atteindre ces engagements et refléter de manière correcte les engagements et les risques et opportunités dans les états financiers, oui, je pense qu'à horizon moyen terme, ce sera un élément essentiel pour nos investisseurs. Merci beaucoup, Esther. Une question, Esther, de Julien. Avez-vous des équipes mixtes, business R&D, qui travaillent avec le signal prix commodité CO2 pour trouver des relais de croissance chez Schneider? Oui, alors ça c'est de la partie R&D, donc ça je voulais pas montrer, je pouvais pas tout vous montrer. J'ai pris la stratégie industrielle comme exemple. Sur la R&D, c'est très intéressant. En fait, nous on vend des technologies qui font l'efficacité énergétique, mais on vend aussi des produits qui consomment beaucoup d'énergie en usage, parce qu'ils consomment, c'est des machines, c'est des équipements, et puis parce qu'ils dissipent de la chaleur, c'est l'effet Joule. Et quand on regarde aujourd'hui le bilan carbone complet d'une offre, y compris son usage, y compris sa fabrication et les matières, et qu'on y applique des scénarios de prix carbone et énergie, je vous dis attention, pensez pas que au carbone, pensez carbone, énergie, technologie future, et qu'on fait ces tests de résilience, ces stress tests dans notre stratégie R&D, on voit des choses. Et on voit potentiellement des tipping points, quoi, des équations économiques pour nos clients, par exemple, demain, qui ne boucleront pas, ou des opportunités de vendre des choses différemment. Donc, c'est le signal prix carbone et transition énergétique est pour moi un sujet extrêmement intéressant à mettre dans les mains là de leaders qui réfléchissent à l'innovation et la stratégie future du groupe. Donc on est en fait sur un déploiement cible d'une population qui est à très haut niveau dans l'entreprise, qui est assez réduite, mais pour qui la quantification carbone permet de mettre des chiffres sur des concepts qualitatifs qu'ils ont aujourd'hui, mais pour lesquels ils ne sont pas capables de quantifier l'impact encore en chiffres là. Et la capacité à illustrer l'impact est extrêmement a beaucoup de valeur. Voilà. C'est du travail un peu ad hoc avec les leaders, mais ça génère des discussions très très intéressantes chez nous. Merci Esther. Je pense qu'on va terminer notre webinaire ici. Il est 11h00 et on est nombreux à avoir des rendez-vous par la suite. Je voudrais vraiment vous remercier profondément, Thomas, Esther et Juliette, pour le travail que vous avez fourni pour préparer ces présentations hyper qualitatives. Et la complémentarité de vos interventions, c'était super. Merci à Eric, du coup, qui vous a recruté pour partager avec nous toutes ces informations. Et puis, on vous retrouve dans quelques semaines. On a un webinaire de nouveau prévu. On n'a pas encore fixé la date, mais sur la démarche Net Zero Initiative, donc en début d'année. Et puis ensuite, on passera à l'expérimentation parce qu'on aura découvert pas mal de choses. Et je pense que ce sera le moment de se lancer dans la mise en œuvre. Voilà. Belle journée à tous, bonne fin de semaine.